Une organisation secrète, des réunions dans des hôtels de luxe, des participants triés sur le volet, businessmen, politiques, acteurs, et pendant des années, personne n'en a entendu parler. Derrière cette organisation nommée Dialogue, un homme, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, premier investisseur historique de Facebook. Competition is for losers. Et pour comprendre pourquoi Peter Thiel a créé cette société privée, il faut comprendre la vision du monde de celui que le New York Times décrit comme l'intellectuel de droite le plus influent de ces 20 dernières années. Dans 2 mois, la petite ville irlandaise de Wicklow va accueillir une réunion un peu particulière. La prochaine retraite de la société secrète Dialogue, censée rassembler 222 personnes. Pas de communiqué de presse ou de caméra en vue. Sur son propre site internet, Dialogue insiste sur la confidentialité. Aucune billetterie aux listes d'attente. La seule manière d'y participer, c'est d'être invité. Et depuis 20 ans, l'identité des membres n'a jamais été rendue publique. Jusqu'aux révélations du média américain Wired. Il y a quelques jours, une hackeuse suisse du nom de Maya Arson Crimeo découvre qu'une liste de participants est directement accessible dans le code HTML du site internet. Légèrement paradoxal pour des grands noms de la tech. Sur cette liste, on retrouve Elon Musk, Jared Kushner, gendre de Donald Trump, le sénateur Ted Cruz, président de la commission du commerce, ou encore l'actrice Sophia Bush. Le principe est assez simple. Réunir des personnalités du monde politique, financier, médiatique ou même du divertissement pour qu'elles puissent échanger librement sur des sujets considérés comme sensibles. Par exemple, l'argent fait-il le bonheur? Comment gérer la Troisième Guerre mondiale? Les technologies du champ de bataille? Ou même créer une secte animée par le fondateur du réseau chrétien Pray.com? Ou encore créer un parti avec un ancien responsable de la sécurité nationale à la Maison Blanche. Selon Wired, ce qui rassemble ces personnes, bien plus que leur titre ou leur fonction, c'est une même obsession. L'intelligence artificielle et la vie éternelle, entre autres. L'acteur et réalisateur américain Joseph Gordon-Levitt, qui apparaît sur cette liste, s'est exprimé sur son compte Instagram. Je comprends pourquoi les gens se questionnent et trouvent tout ça suspicieux. Je me suis rendu à 2 conférences de dialogue, mais je ne connais pas Peter Thiel. Je ne l'ai jamais rencontré. Parfois, c'est productif de dialoguer avec ceux à qui on s'oppose. Peter Thiel est un milliardaire de la Silicon Valley, un des parrains les plus puissants de la tech américaine. Mais avant tout ça, Peter Thiel, c'est un étudiant de l'université de Stanford. Il suit un cursus en philosophie, puis en droit. C'est là qu'il fonde un journal étudiant conservateur, The Stanford Review, dans lequel il dénonce, selon lui, la montée du politiquement correct sur les campus américains. The single most important theme that runs through much that goes under the rubric of multicultural is that it is anti-Western. Dans ce journal, il promeut aussi des positions libertariennes. En fait, il considère que la liberté individuelle doit primer sur tout le reste. Libertarianism is like a right-wing form of anarchism, really. It wants minimal state. In libertarianism, it's much more centered on the individual and the freedom of the individual to do whatever they want, free of government restrictions. The thing about libertarianism, really, though, it doesn't generally, and particularly if you think about someone like Thiel, it doesn't want to get rid of the state altogether. They really like things like the military. And they don't want liberty for everyone. Après ses études, il devient entrepreneur. À la fin des années 90, il cofonde Confinity, une société qui lance le service de paiement électronique PayPal. L'entreprise fusionne avec X.com, la société d'un certain Elon Musk. Et en 2002, PayPal est racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars, ce qui donne à Peter Thiel la possibilité d'investir dans de nombreux projets. PayPal, when it was sold, created this like what was called the PayPal mafia, like, you know, a very explicit network of investors and billionaires who went off to set up tens, possibly hundreds of other companies. You know, really big things like YouTube comes out of that. That network supports each other and sort of basically invests in the power of Silicon Valley as a global center. À ce stade, Peter Thiel est l'incarnation même du rêve américain, un grand gagnant du capitalisme. Et il a des convictions. Pour lui, le monde entier est en déclin, voire sur le point de s'effondrer. En 2009, il écrit dans un média catholique conservateur cette phrase polémique. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Pour comprendre ces mots, il faut s'intéresser aux idées qui façonnent la vision du monde de Thiel. Et à l'une de ses obsessions, le philosophe français René Girard. René Girard a conceptualisé le désir mimétique. En gros, selon lui, nos désirs ne sont pas innés, on désire uniquement ce que désirent les autres. Et quand on est plusieurs à désirer le même objet ou les mêmes positions sociales, quelles conséquences ? Eh bien, des rivalités et du conflit. Et pour éviter la guerre permanente de tous contre tous, la société doit en fait identifier un bouc émissaire, c'est-à-dire une victime, sur laquelle concentrer toutes ses frustrations. Et c'est en fait le sacrifice de ce bouc émissaire qui permet de temporairement rétablir la paix. Et la crise mimétique, ce serait des crises de mimétisme généralisé, de rivalité mimétique qui se déchaînerait et qui aboutirait
à des phénomènes de bouc émissaire. Cette théorie, c'est le ciment de la pensée de Thiel, qui a eu René Girard en tant que prof quand il était à Stanford. And certainly my experience over the last 12 years is that that's almost always the case, that the really great conflicts were over people wanting the same thing, the same position, the same promotion, the same set of responsibilities. In the last 3 to 5 years, with dialogue is one of the realms where Girard's text has become extremely popularized. If they weren't initially thinking of it, it's likely that they will discover Girard's text in these contexts and go, oh, so it wasn't just a hunch I had. This French thinker, because that has a lot of cachet for thinking about the social and cultural world in the US, this French thinker defined this problem. And what that does is twofold. It affirms to them that the whole world's out to get them and they're about to be the scapegoat unless they get their bunker ready. And that they're smarter than the whole world because they understand this and the rest of us are sitting around talking about them and secretly we're just jealous and I'm about to leave this interview and go and kick rocks on the side of the road and wish I had a startup to run. Au fil du temps, l'idéologie de Thiel prend une tournure plus radicale. Il apporte par exemple son soutien à un mouvement nommé les Lumières sombres, qui considère que les démocraties libérales sont inefficaces. Peter Thiel is on the one hand, he's very much like most Silicon Valley CEOs in that he sees his role not just as being the chief executive of a company, but intervening and influencing things on a global political and social scale. The way in which he does that is unique. He is uniquely preoccupied with and has a long history of intervening in questions of Western civilization. À ses opinions s'ajoute la dimension religieuse. Thiel se revendique chrétien et évoque très régulièrement l'Antéchrist ou l'Apocalypse. Les interprétations divergent. Certains y voient l'expression d'une sensibilité religieuse très marquée par l'attente de la catastrophe. Et d'autres, comme Anthony Burton par exemple, considèrent que cet imaginaire apocalyptique révèle aussi les contradictions sociales et politiques de la Silicon Valley. The fact that there is pushback against the gross inequality of wealth that Silicon Valley engenders has all of these Silicon Valley CEOs building bunkers for the apocalypse because they all believe that they live in a world where they deserve everything that they have based purely on merit and other people can't see that. But in the meantime, they have to get their bunker ready because it might erupt into mob chaos. Pour Peter Thiel, les êtres humains sont soumis à une multitude de limites, notamment les limites posées par l'État, mais même celles imposées par le corps, comme la mort par exemple. Depuis des années, il finance des recherches sur la longévité, le rajeunissement cellulaire ou les biotechnologies. Mais il pense surtout qu'une seule chose peut permettre à l'humanité de dépasser ces limites-là, la technologie. L'entreprise qui incarne le mieux cette vision, c'est sûrement Palantir. Fondée en 2003 par Peter Thiel et l'homme d'affaires Alex Karp, Palantir développe des logiciels capables de traiter des quantités gigantesques de données. La société tire son nom de l'univers du Seigneur des Anneaux. Le Palantir est en fait une pierre permettant de voir à distance. Et ces outils sont utilisés notamment dans la lutte antiterroriste, les opérations militaires ou encore la surveillance. Parmi les plus gros clients de Palantir, le Pentagone, par exemple dans le cadre de sa guerre contre l'Iran, l'ICE, donc la police de l'immigration américaine, et jusqu'à il y a peu, la DGSI en France, qui a signé un contrat après les attentats de 2015. Je veux annoncer que la société française Capvision a été retenue aujourd'hui par la DGSI pour se substituer au géant américain Palantir. Palantir a notamment été accusé de créer des bases de données géantes sur les citoyens. Oui, on pourrait se dire que fonder une entreprise qui tire une grande partie de ses bénéfices de contrats avec des États quand on est libertarien, c'est peut-être un peu paradoxal. C'est l'une des nombreuses contradictions de Peter Thiel. Et en avril 2026, Palantir publie sur le réseau X un manifeste en 22 points tiré du livre La République technologique de son PDG Alex Karp. On peut y lire par exemple que certaines cultures ont produit des avancées vitales, tandis que d'autres restent dysfonctionnelles et régressives. Ou encore qu'il faudrait résister à la tentation superficielle d'un pluralisme vide de sens. Pour certains, ce document constitue l'expression aboutie d'une idéologie qualifiée de techno-fasciste. I would say that technofascism, on the immediate level, it is the belief that social life is a technical problem that can and should be solved through technological means. By technological, I don't mean necessarily just mechanistic or digital, but more so like deterministic or algorithmic. Mais pour rendre ces idéaux réels, il faut influencer ceux qui gouvernent. Et ça, Peter Thiel le comprend très tôt. Thiel is different from the others because
I mean, he founded Palantir, but hasn't really been the front man for that. And really what he's done is pulled strings behind the scenes. There's a huge range of different businesses that he's had a role in. I suppose what that means is being behind the scenes, and also something about his history as well is that he's been able to lean into like right-wing politics in a way that would have been unacceptable for the others. Now, all of them use politics strategically. Contrairement à ses confrères de la Silicon Valley qui se tiennent pour le moment à distance de la politique partisane, lui fait le choix inverse. En 2016, il devient l'un des rares patrons de la tech à soutenir publiquement Donald Trump. When Donald Trump asks us to make America great again, he's not suggesting a return to the past. He's running to lead us back to that bright future. Et surtout, il utilise sa fortune pour financer des candidats qui partagent sa vision. Depuis 2000, il a dépensé près de 50 millions de dollars en dons de campagne pour les républicains. I am proud to be a Republican. Parmi les bénéficiaires les plus notables, J.D. Vance, l'actuel vice-président des États-Unis. Peter Thiel est en fait son mentor. Dès la fac, J.D. Vance se rend à une conférence de Thiel sur la stagnation technologique et le déclin des États-Unis. Il décrit cette présentation comme le moment le plus marquant de son passage à Yale. Puis Peter Thiel recrute J.D. Vance dans sa société d'investissement et finance sa campagne pour le Sénat en 2022 à hauteur de 15 millions de dollars, ce qui lui permet de remporter une primaire républicaine extrêmement disputée. D'après le New York Times, c'est même Thiel qui embarque Vance à sa toute première rencontre avec Donald Trump à Mar-a-Lago en février 2021. En s'impliquant autant dans la politique partisane, Thiel ouvre en fait la voie aux autres milliardaires de la Silicon Valley. Thiel was Zuckerberg's mentor, first investor in Facebook. There's like a really tight relationship there. They'll be talking about, okay, well, we don't want Trump to legislate against us or come after us in the courts or whatever. So how do we deal with that? And Thiel will be able to help them to do that and help them to look credible to Trump particularly. En fait, petit à petit, et toujours un peu dans l'ombre, Peter Thiel construit un véritable écosystème autour de lui. Des entreprises qui touchent aux sujets les plus sensibles, comme la guerre, des responsables politiques, des intellectuels. Et c'est là qu'on comprend peut-être un peu mieux l'idée de Peter Thiel derrière l'organisation de Dialogue. Dialogue is a series of TED Talks that don't get published online so no one in the comments can make fun of them. Un espace où se rencontrent ceux qui disposent de pouvoirs économiques ou politiques pour faire circuler des idées à l'abri des regards, mais qui donne aussi du grain à moudre aux théories conspirationnistes et qui est très critiqué pour sa vision hyper élitiste du monde.